La famille est présente, nous on est bien entourés par les médecins, mais les amis, ils sont un peu les laissés pour compte de l'histoire. J'ai été tellement bien entourée que je voulais dire merci à mon entourage, à mes amis, et par ce même biais, de donner toutes les trucs et astuces, toutes les ficelles pour être une Wonder Friend. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, vous savez, c'est Octobre Rose. Vous savez, traditionnellement, le mois d'octobre est consacré au cancer du sein. Alors, j'ai invité ce matin Charlotte Pascal. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous publiez Ma meilleure amie a un cancer du sein chez Flammarion. C'est un petit guide pratique qui s'inspire d'une histoire qui est la vôtre. Vécu, malheureusement. Voilà, vécu. Et vous vous êtes placé de l'autre côté, finalement, de la maladie, du côté de ceux qui entourent. Parce que vous y étiez retrouvé au centre, en fait. J'ai vécu la maladie et j'ai vécu aussi l'entourage qui m'a beaucoup épaulée et c'est vrai que j'aurais pas aimé être à leur place. Donc je pense qu'il n'y a pas de bonne place. Mais c'est marrant ça de dire j'aurais pas aimé être à leur place alors que... Mais parce qu'on fait souffrir les gens en fait. Quand on leur annonce qu'on est malade, on leur annonce vraiment une mauvaise nouvelle. Pour nous, mais pour eux aussi. Et c'est vrai que ce sont un peu les laissés pour compte, les amis. La famille est présente. Nous, on est bien entourés par les médecins, mais les amis, ils sont un peu les laissés pour compte de l'histoire. Et j'ai été tellement bien entourée que je voulais dire merci à mon entourage, à mes amis, et par ce même biais de donner toutes les trucs et astuces, toutes les ficelles pour être une Wonder Friend. Voilà. Wonder Friends et éviter de dire trop de bêtises. Voilà. Vous le dites, la notion d'entourage est fondamentale et vous avez été bien entouré à la fois par le personnel médical. Oui. Il faut quand même le dire. Non, ils sont extraordinaires. Avec le Covid, ça a un peu moins de poids, mais comme moi j'ai été malade juste avant, c'est vrai qu'on se rendait pas compte, mais c'est des gens qui sont vraiment, qui ont une vocation et qui sont géniaux, quoi. On dit toujours quand ça va mal. Oui. Mais rarement quand ça va bien, en fait. Parfois, les gens veulent être gentils, ils sont maladroits sans le vouloir. Alors, c'est vrai que quand, finalement, vous apprenez qu'un de vos proches est atteint d'une maladie, et encore plus quand c'est un cancer, là, finalement, vous savez plus exactement quoi dire. Vous savez que vous voulez dire quelque chose, mais vous savez pas comment le faire. Ça revient à « j'aimerais pas être à leur place » et il y a des phrases bateaux qui reviennent en permanence et qu'il ne faut pas dire. Et si je peux en donner une qu'il faut vraiment, vraiment bannir, c'est j'espère que ça a été pris à temps. Parce que, en fait, ça veut juste dire est-ce que tu vas mourir ? Donc on ne le dit pas aux patients, on ne le dit pas aux malades. Mais c'est une phrase qui est rentrée dans les us et coutumes des gens. Vous allez à un enterrement, vous dites toutes mes condoléances. Vous allez à un mariage, vous dites toutes mes félicitations, Barak Laoufik, voilà, tout ça, Mazel Tov. Mais on vous dit... interculturel. Vous avez une amie qui vous dit j'ai un cancer du sein, et là c'est oh là là mon Dieu, j'espère que ça a été pris à temps. Non, en fait, je vais mourir dans 3 mois, donc je viens de te le dire. Non, c'est pas sympa, en fait. Donc, j'espère que tu manges bien, tu sais, tout est dans l'alimentation, le curcuma, c'est super efficace contre le cancer. Je peux vous dire que ça, j'ai entendu... Vous avez rigolé ? Non, parce que je l'ai entendu, le curcuma, ça soigne de tout. Mais oui, non, mais l'enfer, le curcuma. Non, mais moi, on m'a dit aussi le brocoli. Mais c'est pas parce que je mangeais 1 kilo de curcuma ou de brocoli par jour que la maladie allait s'effacer. Ça y est, c'était trop tard pour moi. Je suis malade. Je suis en traitement de chimiothérapie. Qu'est-ce que tu me parles de curcuma, en fait ? Mais ça peut être préventif, bien sûr. Mais tu le dis pas au malade qui est en train de se battre, en fait, avec de la chimiothérapie. Tu dis pas, mange du curcuma, ça peut te faire du bien. Mais les gens, encore une fois, pensent bien faire. Mais oui, bien sûr. Et le livre n'est absolument pas là pour pointer du doigt non, c'est juste pour dire, voilà, évitez de dire ça. Voilà. Exactement. C'est pas le bon moment. C'est ça. Il y en a une autre, tu vas t'en sortir, ça se soigne bien maintenant. Ouais. Non, mais ça, c'est terrible, parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, haut et fort, une femme sur 8 est atteinte d'un cancer du sein en 2020, 2021. Mince. Une femme sur 8. Oui, non, mais c'est juste énorme. Ouais. Donc, on ne dit pas, ça soigne bien, c'est pas un rhume, on sait pas si dans 7 jours, on aura plus de rhume ou 3 jours de gastro. On sait pas si le traitement va fonctionner. Alors,
vous, ça vous tombe dessus sans prévenir. En mars 2019, vous prenez votre douche. Et on a l'impression que vous ne vous posez pas vraiment de questions à ce moment-là. En fait, vous pouvez pas savoir, mais quand on est une femme, le cancer du sein est omniprésent. On en a toujours entendu parler, on sait que ça peut arriver, on en a toute peur. Donc, quand on sent une aspérité sur un sein, forcément, on pense tout de suite à ça. Mais on n'a pas envie que ça nous arrive. Donc, on se voile la face, on se dit, mais non, ça peut pas être ça. Et moi, une fois, j'avais posé des questions à ma gynéco et elle m'avait dit non, mais vous savez, les cancers très agressifs quand on est jeune, c'est souvent des petites boules très très dures. Donc vous le sentez, vous pouvez pas passer à côté. Moi, elle était énorme. Donc forcément, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas ça. Mais vous n'avez pas fait attention avant? Ah mais non, mais franchement, j'ai vraiment eu l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain. Non, c'est ça. Ouais, du jour au lendemain. Parce que vous portez avec une balle de ping-pong, voilà. Mais non, c'est énorme. C'était énorme. C'était sur le côté. Je pouvais vraiment pas passer à côté. J'ai vraiment l'impression que c'était du jour au lendemain. Voilà. Ouais. Donc je me dis je vais attendre. Je vais attendre parce que voilà, c'est peut-être hormonal. Donc j'appelle quand même, alors que je déteste aller chez le médecin. Donc j'ai été servie. J'appelle quand même dans le doute. Et elle me dit je vous envoie une ordonnance pour faire une échographie. C'est pas la peine de faire une mammo. Mais je dis mais je pars en vacances 2 semaines. Ça va, vous avez 2 semaines. Si vous êtes angoissé, allez-y. Mais franchement, ça peut attendre 2 semaines. Et là, vous partez en vacances. Et je pars en vacances. Ouais. Donc pour dire que vous aviez. On a 2 semaines, non? Mais non, mais vous en aviez fait quoi de cette question? J'ai 3 enfants, donc en fait j'ai eu pas beaucoup de mal à penser à autre chose qu'à moi, parce que je pense pas souvent à moi. Mais donc je suis partie en vacances, les valises, hop, on était partis. Et hop, un bouquin dans la valise voilà. Et voilà. Et vacances. Vous revenez, et là, l'écho, ça se passe pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Non, l'écho, les gens toujours très très accueillants, super. On va faire une écho, je dis je pose des questions, quelle est la différence entre l'écho, la mammo, c'est complémentaire. Hein. Bon, elle me fait l'écho et là, je la sens pas, sachant que je venais d'accoucher, pas très très longtemps avant. Parce que j'ai un bébé, j'avais un bébé de 15 mois, donc l'écho, je savais très bien. Et quand il commence à regarder un peu, là, je me dis, oulala, elle insiste un peu. Et je lui dis, vous voyez quelque chose? Et elle me dit, écoutez, la salle d'à côté est libre, on va faire une mammographie quand même pour vérifier que tout va bien. Là t'emmènes pas large, et t'y vas, et voilà. Et là, c'est... Voilà. Et là, elle me dit, il y a quelque chose, on va faire une ponction. Est-ce que vous êtes disponible pour faire une ponction? Je dis, tout ça dans le même jour. Le même jour. Ça s'est enchaîné, elle me dit, il faudra la faire. Et là, je m'effondre et je dis, mais j'ai un bébé. Déjà, j'ai galéré pour le faire garder aujourd'hui. Et elle a vu un peu mon désarroi. Et je pense que les images étaient un peu parlantes. Donc, elle m'a dit, attendez, je vais essayer de vous trouver une place, tac, tac, tac. Et hop, j'y suis allée. Et là, effectivement, ça s'enchaîne tellement vite. Les médecins vous parlez de spirale, vous dites à partir de ce moment-là, ça y est, je suis dans la spirale de la maladie en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis et là, les examens s'enchaînent. On vous parle de chirurgie, on vous parle il faudra faire une biopsie, il faudra faire un scanner. What? Mais de quoi vous me parlez? Je suis venue pour faire une échographie en fait. Je repars là. Donc voilà. Donc là, on se dit c'est du sérieux. Ouais. Et là, vous dites que la seule chose dont vous avez peur, c'est qu'on vous coupe le sein. Ouais. Oui, parce que on parle de chirurgie. Alors je me dis, mais c'est pas possible, chirurgie sur un sein, forcément c'est une mastectomie. Sauf que non, je réalise pas. Je me dis, c'est pas possible, c'est mon seul atout beauté, c'est pas possible. Donc du coup, la panique un peu. Et surtout, je sais pas vers qui me tourner. On me parle, il faudra vous trouver une équipe chirurgicale. Mais j'en connais pas, moi, de chirurgien, à qui je vais demander. Voilà, donc là, on est un peu en panique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup d'informations qui vous arrivent en peu de temps. Vous étiez accompagné non, une échographie, j'y suis allée toute seule. Non, vous étiez toute seule en fait. Et puis les gens sont presque trop gentils. Ouais. Là, on commence à me presser la jambe. On m'a dit que vous aviez un bébé. Mais pourquoi elle me parle de mon bébé? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera bientôt orphelin. Je vais mourir, ça. Et en fait, effectivement, avec le recul, eux, ils savaient très bien ce que j'avais. Ils savaient très bien par quoi j'allais passer. Sauf que nous, on n'est pas médecins. Donc nous, on se dit tout de suite, on va mourir.
On pense pas à tout, à la maladie, à la guérison et au fait que ça sera juste une épreuve dans sa vie. Voilà, on aura vécu ça. Non, nous on se dit tout de suite, je vais mourir en fait. C'est voilà. Allez, c'est bon, on m'annonce ma mort en fait. Mais avec du recul et le temps qui est passé, c'est 2 ans à peu près. Combien de temps 2 ans. Après tout ça, quelles sont les bonnes questions à poser à ce moment-là? Est-ce qu'il y en a ou il vaut mieux attendre? Alors il n'y a pas de bonne question. Enfin, il n'y a pas de. La seule question qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que c'est un cancer? Est-ce que ça se guérit? Mais est-ce que quelqu'un vous a dit ce jour-là? Non, ils n'ont pas le droit de le dire parce qu'ils ne le savent pas. Ils sont obligés d'attendre les résultats de la biopsie, qui va vraiment dire ce que c'est, si c'est juste un petit kyste, parce que évidemment ça peut être juste un petit kyste, ou quelque chose de bénin. J'en sais rien. Il doit y avoir plein de choses bénignes dans le sein, heureusement. Et le jour où ils savent que c'est un cancer, il faut qu'ils vous disent exactement ce que c'est comme cancer. Parce que moi, l'annonce justement des résultats de la biopsie, j'avais rendez-vous chez ma gynéco qui, elle, a reçu les résultats pour me l'annoncer. Et là, c'était un petit moment drôle, parce que du coup, elle vient me voir et puis je la sentais un peu gênée, donc elle a voulu se débarrasser du truc en me disant je vais pas passer par... C'est positif, quoi. Et pour moi, positif, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, donc je dis super, c'est cool. Et puis là, elle me regarde, elle fait non, genre je me suis mal exprimée. Non, en fait, c'est positif au cancer. Vous avez un cancer. Et là, ok, bon. Et ça se soigne. Là, le mot est posé. Mais quand vous dites, il faut qu'ils vous disent précisément ce que vous avez comme cancer. C'est-à-dire que nous. Voilà. En fait, dans le cancer du sein, il y a beaucoup de cancers. Il n'y a pas qu'un seul cancer du sein. Il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. Il y en a qui vont pas être traités de la même façon. Il y en a où il va avoir de la chirurgie, d'autres pas. D'autres de la radiothérapie, d'autres de la chimiothérapie. Et voilà. Et en fait, là, on commence à apprendre tous ces trucs qu'on ne connaissait pas. On commence à passer son BEP cancéro, BEP cancer du sein. Et on apprend toutes ces petites ficelles. Et c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre, parce que je l'explique. Vous donnez, parce qu'effectivement, c'est vrai que tout le monde a entendu parler de la chimio, de la radiothérapie, mais on ne sait pas vraiment à quel moment ça intervient. Voilà. Et puis ce fameux mot, le protocole. Voilà, le protocole. Ouais. Le protocole, c'est votre programme, en fait. Voilà, vous rentrez dans un protocole. Ouais. Voilà, on parle du cancer du sein. Du côté de l'entourage, ce matin avec mon invité Charlotte Pascal, qui publie Ma meilleure amie a un cancer du sein aux éditions Flammarion. Vous apprenez donc que vous avez un cancer du sein et se pose la question de l'annoncer. Alors, vous avez commencé à en parler à quelques personnes et puis après très vite vous vous êtes dit on va faire par texto. Vous vous souvenez du texte que vous avez rédigé pour l'envoyer aux gens de votre répertoire? Alors là, comme ça, je m'en souviens pas par cœur, mais je l'ai écrit dans le livre. Il est dans le livre. Ouais, il est dans le livre. Mais en gros, qu'est-ce que vous avez dit aux gens? En gros, j'ai dit je t'annonce une mauvaise nouvelle. J'ai touché le gros lot, sans les millions, voilà. Et du coup, je dis j'ai un cancer du sein. Et j'annonce tout de suite mon protocole. Je dis 6 mois de chimiothérapie, mastectomie, radiothérapie et 1 an de thérapie ciblée. Donc là, vous en prenez pour 18 mois en gros là. Ouais. C'est voilà. Ça, ouais. Et puis après, 1 an plus tard, la reconstruction. Donc en gros, il y en a pour 2 ans et demi. Voilà. Pour vraiment mettre, taper dur dans le message. Je leur dis aussi que j'ai pas forcément envie d'en parler tout de suite de vive voix. Donc on va laisser un peu passer de temps, mais que ça me ferait plaisir de les avoir, mais plus tard. Et évidemment, je m'excuse pour la mauvaise nouvelle. Votre mari, comment vous lui avez annoncé? Il est venu avec moi pour le résultat. Pour le résultat, c'est-à-dire que il a été incroyable. Il m'a accompagné pour tous les rendez-vous médicaux. Il prenait des notes. il était assez assidu. Mais oui, quand j'ai fait en fait l'échographie et que ça s'est transformé en mammographie, machin, et juste après, je lui ai dit je vais devoir faire une ponction. Je lui ai envoyé un message en lui disant voilà ce qui se passe, ça se passe mal. Est-ce que tu peux aller chercher les enfants à l'école, parce que justement j'avais pas de nounou, donc il fallait et il me dit mais non, mais je me débrouille pour les enfants, je viens de voir. Et je lui ai dit non, tu vas être plus anxiogène qu'autre chose. Je lui ai pas dit ça, mais c'est vrai, c'est ça, c'est horrible. L'angoisse des autres. Voilà, évidemment, toi tu vis ta propre angoisse, t'arrives à te maîtriser, mais en plus si t'as quelqu'un à côté de toi qui est en panique, c'est encore pire. Donc je lui ai dit, écoute, non, va t'occuper des enfants, je le fais juste maintenant, je te tiens au courant. Et donc après, il est venu à tous les rendez-vous avec moi. Puisque vous vous placez de l'autre côté, donc du côté de ceux
qui ont reçu le texto, accompagnent. voilà, mais qui ont reçu le fameux texto. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise, vous, à la réception de ce texto, l'accusé de réception qui aurait été bien pour vous? Alors, j'en ai eu des pas mal. Et j'en ai eu des à éviter. Les pas mal, c'était effectivement de dire que la personne est formidable, que évidemment c'est une horrible nouvelle, que oui, les qualités qu'on peut trouver à la personne, et de dire qu'on aime la personne. Vous voyez, C'est ça que vous aviez besoin d'entendre à ce moment-là? Ouais, je pense. Ouais. Parce qu'après, derrière, t'aime, voilà, ça je suis là pour toi. Ouais. Si t'as besoin, je suis là pour toi. Voilà. Pas de questions, pas d'aigreur, pas de oh là là mon Dieu, mais c'est pas possible, ça t'arrive à toi. Enfin, c'est trop injuste. Oui, c'est injuste, mais ça, on est d'accord. En revanche, j'en ai parlé et j'étais assez étonnée des messages que je recevais qui étaient vraiment dans ce sens-là, des démonstrations d'amour et d'affection. Et je disais, mais c'est bizarre quand même, les gens, ils font ça, c'est mieux qu'un anniversaire. Je reçois tellement de messages, c'est mieux qu'un jour d'anniversaire où ton téléphone fait que de faire bip, 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 bip. Et je disais, mais c'est incroyable. Et une amie me disait, mais en fait, t'as jamais l'occasion de prouver à tes amis ou de leur dire que tu les aimes. C'est vrai, même tu as un anniversaire, ok, tu leur offres un cadeau, tu lui dis, ah, t'es formidable et tout, mais tu vas pas lui dire, je t'aime. Enfin, là, les personnes sont en train de se dire, je vais peut-être la perdre. Et je l'adore. Et donc, même si c'est des copains que vous n'avez pas vus depuis super longtemps, et ben même eux, même les très très loin, ils vont vous dire mais non, c'est pas possible, je veux pas, t'es quelqu'un de formidable, je t'adore. Et voilà. Et ça, c'est vrai que ça fait un bien fou. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Tu sais que je t'aime. Voilà. Ça suffit. Ouais. Après, tous les détails, il faudra. Je sais que tu vas te battre. Ouais. Je sais que tu vas être une battante. Mais par contre, je me fais pas de soucis pour toi. Alors ça c'est à éviter. Je me fais pas de soucis pour toi, justement, t'es une battante. T'es une battante, t'es forte. Et voilà. Mais ça, non. Je me fais pas de soucis, en fait. T'es une battante, t'es forte, oui. Mais il faut s'arrêter là. Parce que je me fais pas de soucis pour toi. Nous, on est juste en train d'avoir la pire peur de toute notre vie. Donc, si les autres se font pas de soucis, ok, laissez-moi me faire du souci toute seule. Alors, on a besoin d'être épaulés. Pas souvent, quand les gens vous disent je me fais pas de soucis, ça veut dire qu'ils se font du souci. Hein. Oui, évidemment, mais évidemment. Souvent, bien sûr. Et puis c'est gentil. Je me fais pas de soucis pour toi. T'es une battante, tu vas y arriver. C'est aussi sympa. Mais on n'a pas envie de ni le lire ni l'entendre. Et il y a une chose sur laquelle vous insistez. Vous dites qu'il n'y a pas de petit cancer. Non, parce que le cancer du sein. On a un double réaction. C'est ça va, le cancer du sein, ça se soigne. Ouais. Enfin, quand tu sais par quoi tu dois passer, ça soigne, oui. Mais ça se soigne pas non plus à 100%. Donc, en fait, quand on a été dans la mauvaise stat d'une femme sur 8, on se dit, mais pourquoi on va pas être dans la même mauvaise stat des gens qui meurent de cette maladie? Parce qu'il y en a encore des gens qui meurent de cette maladie. Sauf qu'on n'en parle pas de cette partie de la stat. Non, on se dit juste, ça se soigne. Mais ça se soigne, non, ils se soignent pas tous, en fait. Donc, déjà, nous, on pense à la mort pendant tout le traitement, parce qu'on sait jamais si le traitement a fonctionné. Et puis même quand on est guéri, on se dit, ça m'est tombé dessus une fois. Pourquoi ça me retomberait pas dessus une deuxième fois? C'est presque chronique, c'est ça? C'est presque l'état d'une maladie chronique? Non, je pense que ça nous a fait peur toute notre vie parce qu'on est des femmes. Et quand ça nous tombe dessus, on se dit, vas-y, pourquoi ça me retomberait pas dessus une deuxième fois? Et le cancer du sein, oui, après, il y a des comparaisons. Mais ça va, t'as un cancer du sein. Moi, j'ai un pote, il a un cancer du pancréas et il va mourir dans 3 mois. Ok, super, merci. Non, à la comparaison. Il n'y a pas de petit cancer. Et c'est ça que je veux expliquer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser le cancer du sein. Parce qu'il faut être fort pour subir tous les traitements pour guérir. Parce que si on ne se fait pas traiter, on meurt. Donc c'est pas quand même, c'est pas un petit truc quand même. C'est qu'on va pas faire un jeûne intégral. Non mais attendez, parce que moi j'entends tout. Hein. Ouais, non. Un jeûne intégral en pensant que ça va vous débarrasser des tumeurs cancéreuses. Hein. C'est ça. Non, je pense qu'il faut y aller là. À ce moment-là, c'est du sérieux, c'est la médecine, on va dire. On n'a pas envie d'y aller, mais puis au milieu du traitement. Conventionnel. Sauf que, et vous dites, au début, on vous a proposé plein de médecines alternatives, en plus du reste. Hein. Ah non, mais moi j'ai halluciné. J'en parlais avec mon chirurgien il y a 2 jours. Je lui ai dit, du coup, je lui ai dit, en revanche, là, quand vous m'avez dit ça, je me suis vraiment dit que je suis foutue. Parce qu'en fait, vous arrivez, on est en train de vous parler de trucs hyper cartésiens, hyper sérieux, de la radiothérapie, de la chimiothérapie avec des médicaments, vous n'en avez jamais entendu parler de votre vie. Et là, on vous dit à la fin, bon, alors en revanche,
si vous voulez faire de la médecine parallèle, de la médecine douce, acupuncture, brûleur de feu, art-thérapie, tout ça, mais allez-y, hein, on prend tout. Prenez tout ce que vous pouvez. Mais là, tu te dis, c'est bon. Je suis en phase terminale. C'est ça. Non, c'est catastrophique. Là, je suis vraiment un cas désespéré. Ils savent plus quoi faire. Et en fait, elle me dit, mais non, on n'est pas bête. Enfin, je veux dire, on apprend de la médecine. Et évidemment, si... Elles sont importantes. Tout est important. Dans le parcours de soins. Si ça peut sauf aider... que par exemple, vous dites que l'acupuncture, ça n'a pas fonctionné sur vous. Non, ouais. Alors, je le dis que ça n'a pas fonctionné sur moi parce que c'était compliqué de trouver la bonne date au bon moment. Le calage était compliqué. Et ça, effectivement, c'est moi qui gérais ça. Et j'étais trop fatiguée en fait. Vous l'avez fait trop tôt. Pas au bon moment. Et les coupeurs de feu, parce que ça, on sait que par exemple après la radiothérapie, c'est quand même, ça fonctionne vachement bien. Même pendant, et c'est pareil. En fait, j'étais trop fatiguée. J'étais lasse et j'avais juste envie d'arrêter d'avoir, des rendez-vous médicaux. Même si c'était brûleur de feu, même si on me disait tu vas voir, c'est génial, et qu'on a la chance d'être à Paris. Oui, parce que dans une grande ville, il y a tout, et on a le choix. Ouais, voilà, exactement, sûr. Parce que tu habites au fin fond du Larzac, pour trouver le brûleur de feu, c'est un peu plus compliqué, ou même l'acupuncteur. Donc j'avais cette chance-là et je l'ai. Sur le Larzac, il n'est pas au même endroit. Mais il y a plein de coupeurs de feu sur le Larzac. Ah, c'est vrai ? Écoutez, c'est génial. Ah, c'est une région avec beaucoup de gens qui. Il y a énormément de. Ah oui, c'est vrai. Tous ces coins, l'Aveyron, le Larzac, c'est une chance. L'Auvergne, voilà. Il y a beaucoup de gens. Il y a des choses que vous auriez aimé savoir au départ. Alors, on parle toujours des cheveux, de la perte des cheveux, mais il n'y a pas que les cheveux. On parle beaucoup moins des ongles, par exemple. Ouais, alors là, ça a été un choc aussi. Quand on vous dit, en fait, le médicament est photosensible et il va s'attaquer aux ongles. Donc, il faut que vous vous protégiez les ongles. Là, tu dis OK, parce qu'ils peuvent tomber. Alors les cheveux, OK, ça on a déjà vu dans des films, on sait ce que c'est de la chimiothérapie. Les ongles, comment ça se passe là ? Donc du coup, la solution c'est de se faire des manucures pédicures toutes les semaines. Voilà. Donc en fait j'étais très féminine, les cancéreuses sont très féminines avec leurs ongles faits tous les jours. Ouais. Voilà. Avec un vernis spécial en plus. Avec un vernis spécial. Ouais. Et je me demande pourquoi tous les vernis n'ont pas ce produit. Et je conseille ce vernis. Alors, c'est à base de silicium. Alors, le silicium, je crois que c'est l'écume de la mer, quelque chose comme ça. C'est très naturel. Et ça s'achète en pharmacie. Voilà. Vous vous êtes préparé à perdre vos cheveux. Oui. Psychologiquement d'ailleurs. Vous avez fait le deuil de vos cheveux. Et vous êtes même allé jusqu'à vous montrer tête nue, en fait, chauve. Ouais. Pourquoi ? Quand je dis chauve, c'est que vous êtes allé dans la rue, sans cheveux. Non, c'était quoi le but finalement de cette action ? Alors en fait, j'avais au tout début, parce qu'on vous le dit évidemment dès le départ, et ça va très vite, c'est 10 jours après le premier traitement de chimiothérapie, les cheveux tombent. Ou on se les arrache parce que ça fait un peu mal. Donc, parce qu'il y a ça brûle, c'est ça ? Ouais, ça picote. Donc du coup, moi j'étais devant un film et je commence à me les tripoter. Et je les enlevais. Je savais que je me voyais pas. Le lendemain, j'étais pas au top. Du coup, j'ai décidé ma mère m'a aidé à me raser les cheveux. Mais avant, je m'étais dit, je veux pas être prise au dépourvu. Je le sais, je vais tout faire pour avoir les éléments à côté de moi. Je me suis préparée. Voilà, vous êtes équipée d'une certaine façon. Donc j'avais des foulards, j'étais allée sur des sites. Accessoirisé, vous dites. Oui, exactement. Mais même les boucles d'oreilles, je me suis dit, OK, t'es chauve, allez, on va jouer le jeu des boucles d'oreilles. Je me suis dit, pourquoi pas, tu te déguises, tu changes de look, en fait. Et mon mari m'a dit, mais en fait, tu devrais avoir un look un peu rock. Tu te prends des débardeurs. Parce que moi, c'était en été, donc tu te mets des boucles d'oreilles. Et en fait, j'ai fait ça. Et c'était vraiment sympa. Bref, j'ai pris du bon côté des choses. Ouais. Et j'avais la perruque, que j'ai pas mis beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle est très utile quand on veut vraiment se camoufler. Alors on passe de l'autre côté d'une maladie qu'on connaît bien, enfin qu'on croit bien connaître. D'ailleurs, c'est le cancer du sein. Le mois d'octobre, c'est un mois consacré au cancer du sein. On appelle ça Octobre Rose. Et mon invitée s'appelle Charlotte Pascal. Elle raconte
son expérience et puis elle nous donne des astuces à nous qui sommes à côté, qui entourons les malades, comment être moins maladroit, mais surtout comment être présent, comment manifester son amour à ceux qui sont malades. Et son livre s'appelle « Ma meilleure amie a un cancer du sein », petit guide pratique pour celles et ceux qui accompagnent leur ami dans le combat contre la maladie. Alors c'est vrai que la chute des cheveux, c'est peut-être le plus spectaculaire, y compris pour l'entourage quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire, nous, là, quand on est de l'autre côté, à quelqu'un qui est malade sur les cheveux? Alors, est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Non. Genre comme si on n'avait rien remarqué? Ouais, c'est difficile ça quand même. Ouais. Mais Alors, les cheveux pour les femmes, c'est quelque chose de super important, hein. Ça représente la féminité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de produits, de coiffeurs. Elles passent beaucoup de temps dans la salle de bain. Moi, j'ai toujours changé de coupe de cheveux. J'ai jamais eu la même. Il y a des femmes qui ont la même coupe de cheveux toute leur vie et elles y tiennent beaucoup. Elles ont les cheveux très longs, ou elles ont les cheveux très courts. Enfin voilà, ou au milieu. Moi, j'étais pas trop comme ça. C'est pour ça que la perte des cheveux, je me suis dit bon, tu vas être chauve, ok. C'était pas. Non, mais tu vas être chauve, ouais, ok. Ouais, non, tu vas être chauve. Ouais, c'est quand même un truc. Hein. Ouais, c'est un truc. Non, ouais. c'est vrai. Ouais. Mais c'était pas le pire. En revanche, je m'attendais pas à toutes ces super réflexions. Ah, ça te va super bien. T'es jolie comme ça. Voilà. Et ça fait plaisir. On a beaucoup de mal à le croire quand même, hein, mais c'est vrai qu'à force de l'entendre, on se dit ah bah ok, pourquoi ça te pas. va bien. Ouais, pourquoi pas. Ouais, t'as trouvé un look. Et du coup, c'est vrai que petit à petit, on se dit je vais arrêter avec les foulards, je vais arrêter avec les perruques. Et quand on est vraiment, vraiment au fond du gouffre, en fait, on n'a pas envie de se mettre quelque chose. Déjà, on sort pas, mais même chez soi, on commence par chez soi. Et au début, je voulais cacher à mes enfants. Je m'étais dit, si au milieu de la nuit, mon bébé, il arrive, il a peur en voyant sa maman chauve dans son lit. Et ça, j'avais vraiment très, très peur. Je m'étais dit, je vais dormir avec un bonnet de nuit. Et en fait, pas du tout. En fait, les enfants, ça les choque. Ils veulent pas qu'on vienne les chercher à l'école comme ça, hein, forcément. Mais vous l'avez fait? Non, je l'ai pas fait. Non, je mettais toujours un turban. La perruque, je l'ai pas beaucoup mise parce qu'il faisait chaud. Enfin, c'était. Ça gratte. Et ça gratte, ouais. On dit jamais ça. Alors que j'avais une perruque qui coûtait. La perruque, ça gratte. Qui coûtait ça toute la journée. Ouais. Ah ouais, non, mais une fortune, ma perruque. Et en fait, ça gratte, c'est hyper désagréable. Ouais. Et tu sais pas comment il faut le mettre. Il y a des moments où tu l'as trop. Enfin, bon, on m'avait expliqué, mais d'ailleurs, à savoir, les cheveux commencent à une main au-dessus des sourcils. Voilà, ouais. Et hop, là, vous devez mettre votre perruque. Voilà. Il y a des petits détails comme ça qu'on pensait pas savoir un jour. Pour que ça ait l'air naturel. Exactement. Moi, j'ai fait un dîner avec des amis, des amis d'amis, des gens que je ne connaissais pas, avec ma perruque. Toi, t'as l'impression qu'il y a marqué cancer sur ton front. Hein. Ils n'ont pas remarqué que j'avais une perruque. À un moment, j'ai dit à ma copine, mais elle le fait exprès. Enfin, je veux dire, parce elle était enceinte, donc elle prend un Morito sans alcool. Et je dis, deuxième, elle me regarde, elle me dit, t'es enceinte? Je fais, elle se fout de ma gueule, là, en fait, c'est pas possible. Et en fait, voilà, ça passe très très bien. Donc il y a des femmes qui vont se camoufler comme ça, sans problème, et on le verra pas. Donc le conseil, c'est de dire que ça leur va bien. Quand il y a la perruque, il faut pas leur dire oh, ça se voit pas. Parce que elle se camoufle, mais elle a pas. C'est pas elle en fait. C'est-à-dire que même si elle trouve une perruque. Alors qu'on aurait tendance à dire, effectivement, oui, mais je te rassure, ça se voit. Non, mais ça se voit pas. T'as raison, ça se voit pas. Ça se voit pas. Et en fait, ça, je pense qu'il faut pas le dire. Parce que moi, avec la perruque, c'était pas ma qualité de cheveux, c'était pas ma coiffure, donc je me reconnaissais pas. Donc si on me dit ça se voit pas, bah si, tu vois bien que c'est pas moi. Donc voilà. Tu me mens. Ouais. Et si tu me mens, c'est que. Ouais. C'est pour me faire plaisir. Donc de dire tout simplement, t'es belle comme ça. C'est bien. Vous avez perdu également vos sourcils et vos cils, donc vous avez fait le tatouage. Bon, ouais. ça c'est encore plutôt facile à camoufler quand même. Non, aujourd'hui. Mais vous rigolez ou quoi? Non, mais l'enfer. Ouais. Mais l'enfer. Imaginez de vous. Kardashian. Non, mais c'est ça. Vous êtes pas fait les sourcils de De Kardashian? vous dessiner 2 sourcils tous les matins quand vous devez sortir. Ah, vous n'avez pas fait un tatouage? Mais si, moi j'ai fait le tatouage. Ouais. Mais parce que j'avais pas envie de me dessiner un sourcil. Ouais. Non, mais voilà, il faut qu'il soit. Non, mais c'est l'enfer. Donc du coup, je suis allée me faire un tatouage semi-permanent. Avec en plus un tatoueur qui faisait un prix préférentiel pour toutes les femmes qui étaient atteintes de cancer, donc je trouvais ça hyper sympa. Alors ça fait le tatouage des sourcils semi-permanent, franchement ça fait pas mal, c'est un picotement et on voit vraiment la différence, ça nous fait revivre quoi. Ça redessine un visage quoi. Ouais. En revanche, le tatouage
du maquillage, l'eyeliner, là. Oh, là, j'ai douillé. C'est douloureux. Ah ouais, là c'était horrible. Je sais pas comment elles font, celles qui font ça juste pour être jolies. Ouais. Ah, il faut souffrir pour être belle. Hein. Ben oui, alors là, c'est vraiment le mot. Quand vous rentrez dans le protocole et la maladie, vous vous retrouvez avec un agenda de ministres. Hein, ce qu'on a du mal à imaginer, c'est que c'est beaucoup de rendez-vous et beaucoup de rendez-vous médicaux qui s'enchaînent. L'entourage a du mal à comprendre le degré de fatigue que ça engendre finalement. Et à quel point ça fatigue et à quel point cette fatigue, elle est différente. Ben là, on connaît dans d'autres maladies comme la dépression ou la fatigue est quelque chose qui ne se voit pas. Et alors la fatigue quand on est en traitement de chimiothérapie, radiothérapie, thérapie ciblée, enfin tout ce beau protocole, en plus des rendez-vous qui sont tous les jours, se déplacer, attendre. En fait, c'est épuisant. Et je prenais le parallèle avec vous avez un téléphone qui est un peu vieux et qui se décharge. Vous venez de le charger, il est à 100%. Vous faites 3 coups de fil, 2 textos, et là tout de suite il est à 32. Vous me dites mais qu'est-ce qui s'est passé ? La batterie elle est complètement à plat. Et voilà. Et un jour mon mari me dit mais ce que je dis je suis fatiguée. Il me dit mais ça va, t'as fait la sieste 1 heure là. Eh ben ouais, en fait ça se mesure pas comme ça. C'est pas parce que t'as fait la sieste que ça va mieux. Hop, tes batteries sont rechargées. Tu sais pas pourquoi. Voilà, ta batterie se décharge mais à une vitesse voilà. Et tu sais pas pourquoi. Enfin si tu sais pourquoi mais oui, en fait c'est ça. C'est c'est vraiment une fatigue qui ne se. Donc voilà, donc votre amie, il faut vraiment la soutenir en prenant compte de cette fatigue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui en parler en lui disant « Non, mais surtout repose-toi, repose-toi ». Parce qu'au début, oui, il faut lui dire parce que elle a envie d'être comme tout le monde. Donc elle va jusqu'au bout de ses possibilités. À la fin, en fait, elle sait très bien quand est-ce qu'elle doit se reposer ou pas. Donc si elle a un petit regain d'énergie et là, elle a envie de sortir... Et là, il faut dire, ok, vas-y, viens, on sort, on fait ce que tu veux, on va prendre un café, on va se balader, on fait ce que tu veux. Et là, il faut l'accompagner. Par contre, quand vous lui dites, allez, viens, allez, ça va te faire du bien, tu vas prendre l'air, ça va te changer les idées, et que l'autre, elle a envie de rester sur son canapé, sous sa couverture, c'est qu'elle, en fait, elle est vraiment fatiguée. Elle n'a pas la force. Et une infirmière m'avait dit, si je peux rajouter, vous allez subir et vivre une fatigue que vous n'avez jamais vécue. Et elle avait raison. Et à ceux qui voudraient donc être utiles pour vous soulager à ce moment-là, qu'est-ce qui soulage ? C'est juste la présence en fait de quelqu'un. Donc si par contre elle a envie de dormir, là évidemment vous n'allez pas lui tenir la main, mais juste d'être là. Donc si elle n'a pas envie de sortir parce qu'elle est fatiguée, venez chez elle, allez la voir. Si elle est motivée pour faire quelque chose, hop, on sort et on pense à autre chose et on parle d'autre chose il faut être juste présent. La présence est hyper important. C'est pas trop ce qu'on fait ou ce qu'on dit, même s'il faut faire attention à ce qu'on dit, même si on fait des petits cadeaux, ça fait plaisir. Mais c'est surtout la présence, de savoir qu'on est entouré. Parce que quand on vit des moments où on doit être seul, en fait, on n'est pas seul, parce qu'on sait qu'il y a tout cet entourage qui est autour de nous. En parler ou pas avec ses proches, pour les amis, est-ce que la personne qui est malade et qui est en traitement a besoin d'en parler, ou alors il faut parler de tout sauf de la maladie ? Ça dépend du moment. C'est pour ça que je conseille vraiment dans le livre, parlez pas de la maladie pour en parler, et ne dites pas ce qui vous passe par la tête pour combler. En fait, il faut la laisser parler. Si vous allez voir tout de suite, si elle commence à parler de ses traitements, de ses rendez-vous, de sa fatigue, etc., là, vous pouvez embrayer dessus, évidemment. Comment tu vas ? Tu sais que je suis là. On revient aux fondamentaux. Voilà. En revanche, si elle vous pose des questions, là, parlez de vous et parlez de tout ce qui va bien chez vous. N'ayez pas honte de dire la semaine prochaine je pars en vacances, je suis contente, mon mec m'a envoyé m'emmène en week-end, ou les enfants vont chez les grands-parents, on va être tranquille, voilà, ou j'ai vu un super film, voilà, tout ce qui est positif. Il faut vraiment faire que du positif. Vous parlez pas de votre dégât des eaux en disant là c'est la galère, j'ai eu un dégât des eaux, je sais plus comment je fais pour vivre, mais juste, pardon, j'allais être vulgaire, mais oui, tais-toi. On n'a pas envie, il y a d'autres choses plus graves que ton dégât des eaux en fait. Voilà. Donc il faut relativiser. On ramène pas tout ce qui est négatif de voilà, on ramène que du l'extérieur. positif, que du positif. Et parce qu'il y a cette idée aussi qu'il faut faire rigoler les gens, tout ça, donc pour leur faire changer de, allez. Ouais, si, ça c'est bien. Ouais. Non, si, le rire c'est bien.
Moi, j'avais organisé une sortie pour voir des one-man show, one-woman show juste avant mes chimios. Et c'était génial. Le rire, c'est juste la meilleure extraordinaire. thérapie, c'est le rire. Ouais. Donc ça, vous pouvez l'inviter à un one-woman show juste avant une chimiothérapie, parce qu'elle sera dans une bonne période où elle aura repris des forces et repris de l'énergie. Et ça, c'est génial de rigoler parce que tu penses justement à plus rien. C'est juste génial. Vous écrivez que malgré toutes les infos qu'on vous donne et que vous recevez tous les jours, on a toujours le sentiment qu'on nous cache quelque chose et qu'on ne nous dit pas tout. Ouais, c'est terrible ça. C'est vrai ? On n'est pas médecin en fait, donc on n'a pas cette formation de savoir lire entre les lignes et de vraiment voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand vous parle de chimiothérapie, vous imaginez une femme chauve, mais vous savez pas ce que ça veut dire, vous savez pas... Allez, ok, peut-être qu'elle va vomir. Oui, je crois que la chimiothérapie... Voilà, on se rend pas compte de tous les fameux effets secondaires. Les effets secondaires. Et nous, on pense à la mort. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, celle qui faisait juste l'échographie le premier jour, elle savait ce qui allait m'arriver. Elle le savait, c'est sûr. Alors que nous, comme on sait pas, on pense tout de suite à la mort. Donc, quand je dis on a toujours l'impression qu'on nous cache quelque chose, on a toujours l'impression qu'on nous cache qu'on va mourir. Eux savent qu'en fait on est en phase terminale et qu'ils veulent pas nous le dire, et on pense qu'à ça. Et alors un jour vous finissez par franchir le pas et vous posez la question à votre oncologue, est-ce que je vais mourir ? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Elle a mis du temps à répondre, elle a été hyper pro. Hein. Franchement, là non plus, j'aurais pas aimé être à sa place. J'espère que tout le monde ne lui pose pas la question. Mais j'avais vraiment ce besoin de lui poser la question. Et là, elle m'a dit, écoutez, le chemin va être très très long. Le chemin de la guérison va être très très long. Mais il y a une fin en fait. Oui, vous allez guérir. Comment expliquer aux autres ce que ça représente finalement de vivre avec un seul sein ? Ouais, c'est compliqué parce que les gens, ça leur passe au-dessus. Ils se disent ça va, ça se voit pas. Quand t'es habillé, ça se voit pas parce que t'as une prothèse. Ça fait partie des choses qu'on peut dire facilement. Oui, oui, ça se voit pas. Mais ça, c'est pas un problème parce qu'effectivement, t'as une prothèse, ça se voit pas. Donc ça très très bien. En revanche, en maillot de bain, moi, j'ai vécu toute une année du coup en Amazone. En maillot de bain, c'est moins facile de le cacher. Les maillots de bain qui sont rembourrés sont juste affreux, hein, c'est des trucs de grand-mère mais puissance 1000. Donc ça c'est pas cool, là il y a un marché à prendre, je vous le dis. Catalogue Verbaudet. Non, terrible, là il y a un gros marché. Mais du coup moi j'avais joué le jeu avec j'ai pas de prothèse, j'avais mis un triangle qui était collé d'un côté et pas de l'autre, alors que j'ai quand même un bonnet de D, donc ça se voyait quand même, là ça se voyait. Et puis on vit avec, mais on ne l'explique pas trop. Les mecs, on leur dit, imagine, je te coupe une fesse. Voilà, c'est ce que vous dites, tu auras du mal à t'asseoir. Oui, tu feras moins le malin. Non mais voilà. Et puis c'est la féminité, c'est la maternité, c'est l'excitation, c'est plein de choses. Et puis c'est un truc tout con. Tu mets une robe, t'as pas la même. Voilà. Vous aujourd'hui, vous avez choisi la reconstruction, hein, et vous dites que finalement, il y a peu de femmes qui choisissent c'est une femme sur 5, c'est 20% des femmes choisissent la reconstruction. Et vous dites, mais je comprends parce que c'est un vrai chemin de croix finalement. Ah non, mais c'est un deuxième chemin de croix. Et moi j'ai de la chance parce que je suis à Paris et que je suis tombée sur un médecin qui faisait du lipofilling. Donc c'est-à-dire que le rêve de toute une vie, de toute femme, on te prend dans les fesses pour t'en remettre dans les seins. Donc génial, en ambulatoire, pas de cicatrice, super. Bon, ça fait un mal de chien, hein, je le précise. Mais c'est beaucoup moins invasif. Les traitements qui existent aujourd'hui sont des traitements hyper douloureux, qui vous font une cicatrice de 40 cm sous l'omoplate ou au milieu du ventre. Ils vont vous prendre des tendons des abdos. Non, mais c'est du n'importe quoi, c'est du rafistolage. Là aussi, il y a un marché à prendre. Ma meilleure amie, a un cancer du sein, c'est le titre de votre livre, Charlotte Pascal. C'est le petit guide pratique pour celles et ceux qui accompagnent leurs amis dans le combat contre la maladie. Chez Flammarion, montrez-le à la caméra. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci c'est Octobre Rose. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous revoyez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci Charlotte et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.